Nom après-midi nuageux de vendredi, les rues de Paris battaient au rythme frénétique habituel, mais pour Renée, le cœur de la ville semblait lointain et étouffant, comme enveloppé dans un brouillard de mélancolie et d'anxiété. Elle a regardé l'heure pour la énième fois, ses doigts tambourinant impatiemment sur le bureau en acajou où elle travaillait en tant qu'éditrice pour un magazine de mode renommé. La décision était prise, elle quitterait le travail plus tôt, chose rare dans sa routine méticuleusement organisée et dédiée. « Marie, je vais partir maintenant. J'ai fait tout ce que je pouvais et le reste peut attendre jusqu'à lundi, annonça Renée, en fermant son ordinateur portable avec une détermination douce mais ferme. Son assistante, une jeune femme dynamique toujours habillée des dernières tendances, lui lança un regard mêlé de surprise et d'une pointe d'envie. « Un week-end prolongé ? C'est rare pour toi, Renée, répondit Marie, son ton révélant à la fois la curiosité et le désir d'une escapade similaire. Renée esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux fatigués et sombres. Oui, j'ai besoin de prendre un peu de recul de la ville, respirer un peu l'air de la campagne, expliqua-t-elle, sa voix basse, presque comme si elle confessait un secret. Le chemin jusqu'au parking fut flou pour Renée, ses pensées déjà à des milliers de kilomètres de là, dans la maison de campagne qu'elle avait héritée de sa grand-mère. La propriété était située dans un petit village au cœur de la France, un refuge promettant isolement et la paix qu'elle désirait tant. La maison, une structure charmante avec un toit en tuiles rouges et des murs en pierre, était enracinée dans ses souvenirs les plus chers, un rappel tangible des étés de son enfance, libre des soucis qui pesaient désormais sur ses épaules. Conduisant sa voiture sur l'autoroute, Renée s'octroya un moment de vulnérabilité, réfléchissant aux années tumultueuses passées aux côtés d'un mari dont la dépendance à l'alcool avait consumé non seulement sa santé, mais aussi le bonheur et l'espoir qu'elle nourrissait pour l'avenir. « Je n'ai que 45 ans, mais j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, murmura-t-elle, la constatation apportant une vague de tristesse qu'elle tenta rapidement d'éloigner. La décision de passer le week-end dans la maison de campagne n'était pas seulement un besoin d'isolement, mais aussi un pas conscient vers la guérison, un moment pour se reconnecter à elle-même loin des ruines de son mariage brisé. Renée savait que le chemin à parcourir serait long et parfois solitaire, mais à ce moment-là, tandis que le paysage urbain laissait place à l'étendue verte de la campagne, elle ressentit une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Avec la promesse d'un nouveau départ et le désir de retrouver la joie dans les petites choses, Renée accéléra sur la route, laissant derrière elle la ville qui avait été son foyer pendant tant d'années. Le voyage jusqu'à la maison de campagne était à la fois une fuite et une quête de soi, un chapitre qu'elle était prête à commencer. Alors que Renée s'éloignait de plus en plus de Paris, le paysage se transformait progressivement en un patchwork de champs verts et de petits villages, chacun avec son histoire et son charme. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de doux tons d'orange et de rose, une beauté paisible qui contrastait profondément avec la turbulence de ses pensées. Conduisant sur la route sinueuse qui traversait le paysage rural, Renée se laissait aller à des réflexions profondes sur sa vie. Elle pensait aux sacrifices qu'elle avait faits, aux choix qui semblaient justes à l'époque, mais qui maintenant, à la lumière de la solitude et du silence, semblaient questionnables. Était-ce vraiment valable, se demandait-elle, pesant les années consacrées à un mariage qui, au final, l'avait laissée plus vide que jamais. C'est alors qu'au milieu de ses réflexions, une figure inattendue est apparue sur la route devant elle. Un homme à l'aspect épuisé et au regard perdu, vêtu de vêtements qui suggéraient des jours meilleurs. Renée freina brusquement, son cœur battant la chamade de surprise. Pendant un moment, tout ce qu'elle put faire fut de fixer l'étranger, dont les yeux croisèrent les siens, un regard porteur d'un poids immense, d'histoires non racontées qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Avant même de penser à dire quelque chose, l'homme, comme s'il était effrayé par sa propre audace de croiser ce chemin, disparut dans la végétation dense au bord de la route, laissant Renée seule avec l'écho de leur rencontre. Qui pouvait-il bien être, se demandait-elle, la curiosité se mêlant à l'inquiétude. Il y avait quelque chose dans ce regard, une sorte de désespoir silencieux, qui la touchait de manière inexplicable. Décidant qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire, Renée reprit sa route, mais l'image de l'homme mystérieux restait gravée dans son esprit. En approchant de la maison de campagne, l'anticipation d'un week-end de solitude et de réflexion était désormais accompagnée de questions sans réponse sur cette rencontre étrange. Qu'est-ce qui avait poussé cet homme à croiser son chemin juste au moment où elle était plongée dans ses propres questionnements sur la vie ? Cette rencontre brève et inattendue servit de rappel que, aussi bien que nous essayons de planifier et de contrôler, la vie a un moyen de nous surprendre, de nous confronter à l'inattendu. Pour Renée, c'était un moment de reconnaissance de sa propre vulnérabilité et de la complexité des histoires humaines qui s'entrelacent sans que nous nous en rendions compte, même celles qui surgissent et disparaissent en un instant, ne laissant que des questions et un sentiment de connexion inexplicable.
Poursuivant son voyage, maintenant l'esprit rempli de pensées sur les destins croisés et la fragilité des expériences humaines, René ne savait pas que ce ne serait pas sa dernière rencontre avec l'homme de la route. La vie, comme toujours, réservait ses propres rebondissements. À la fin de son périple, alors que les dernières lueurs du jour luttaient contre l'arrivée de la nuit, René aperçut enfin la silhouette familière de la maison de campagne de sa grand-mère. Le portail, qui autrefois accueillait avec ses couleurs vives, semblait maintenant délavé et usé par le temps, un prélude à ce qu'elle trouverait au-delà. Le poussant avec un mélange d'attente et de nostalgie, elle pénétra dans le domaine qu'elle connaissait si bien, bien que maintenant tout lui semblait sous un nouvel angle. La maison, un refuge de souvenirs heureux, semblait avoir absorbé la mélancolie de son absence prolongée. Les murs, autrefois immaculés, arboraient maintenant des fissures et le lierre qui les escaladait semblait plus une tentative de la nature de revendiquer l'espace pour elle-même. La clôture autour de la propriété gisait en partie par terre, comme si elle avait abandonné l'idée de rester debout face à l'avancée implacable du temps. René gara la voiture et pendant un moment, elle observa simplement la maison sous le crépuscule qui s'intensifiait. La sensation d'abandon que la propriété dégageait trouva un écho dans son cœur, un reflet de son propre sentiment de désolation depuis le départ de son mari. Mais au lieu de se laisser submerger par la tristesse que cette comparaison évoquait, quelque chose en elle s'alluma. Une détermination ferme, peut-être alimentée par le désir de reconstruire quelque chose de beau à partir des ruines, que ce soit de la maison de campagne ou de sa vie. Avec ce nouvel élan, René décida de commencer par ce qui semblait le plus tangible à ce moment-là, la clôture effondrée. Elle ouvrit le coffre de la voiture et sortit les outils et les matériaux qu'elle avait prévoyamment apportés de Paris. Bien qu'elle ne fût pas une experte en réparation domestique, le besoin et le désir de voir la maison restaurée la motivaient à essayer. Vêtue de gants de travail et armée d'un marteau, de clous et de quelques planches neuves, elle s'approcha de la clôture avec un regard critique. Le travail promettait d'être long et certainement difficile, mais René était prête à y faire face. Chaque clou martelé semblait symboliser un pas vers la guérison, non seulement de la clôture, mais aussi d'elle-même et de la vie qu'elle souhaitait reconstruire ici. Alors qu'elle travaillait, la nuit tomba complètement, et la seule lumière venait de la maison, où les lampes allumées jetaient une lueur chaleureuse sur le jardin. L'air frais de la nuit apportait avec lui les sons de la vie à la campagne, un rappel que même dans les moments de solitude, nous sommes entourés par la présence constante et réconfortante de la nature. Lorsqu'elle s'arrêta enfin pour se reposer, observant la section de la clôture qu'elle avait réussi à réparer, René ressentit un mélange d'épuisement et de satisfaction. Le progrès était visible et bien qu'elle sache qu'il restait encore beaucoup à faire, tant dans la maison que dans sa vie personnelle, cette petite victoire semblait symboliser un début. À ce moment-là, sous le ciel étoilé de la nuit campagnarde, elle se permit de croire en la possibilité de renouveau et à la promesse de jours meilleurs. Concentrée sur la tâche de réparation de la clôture, René ne remarqua à peine l'approche de la figure qu'elle avait brièvement rencontrée sur la route menant à la maison de campagne. Ce fut le son de pas prudents sur les feuilles sèches qui attira enfin son attention, la faisant lever les yeux de son travail. Là, il était, l'homme mystérieux, l'observant d'une distance respectueuse. La lumière de l'aube donnait des contours plus nets à sa silhouette, révélant des détails que la pénombre précédente avait cachés. Son visage, marqué par des lignes de fatigue et des yeux porteurs d'une histoire profonde et peut-être douloureuse, rencontra le sien avec une expression indéchiffrable. René, surprise et un peu craintive, tint fermement le marteau, comme si l'outil pouvait lui offrir une certaine protection. « Puis-je aider ?» demanda-t-il, sa voix rauque mais douce, rompant le silence entre eux de manière inattendue. La simplicité de l'offre contrastait avec la complexité des pensées qui traversaient l'esprit de René. Qui était cet homme ? Et pourquoi offrirait-il de l'aide à une étrangère ? Malgré les doutes et la prudence initiale, quelque chose dans la sincérité de son regard et dans son attitude ouverte convainquit René qu'il n'y avait pas de malice dans son offre. Peut-être était-ce le besoin de connexion humaine ou simplement la praticité d'accepter de l'aide pour une tâche ardue, quoi qu'il en soit, elle se trouva à acquiescer. « Oui, je serais reconnaissante de l'aide. » « Merci, répondit-elle, lui tendant une paire de gants de travail et observant tandis qu'il les enfila avec un signe de tête. Claude s'approcha de la clôture, après une évaluation rapide, commença à travailler aux côtés de René. Ses mouvements étaient efficaces, révélant une familiarité avec le travail manuel qui surprit René. Ensemble, dans un silence presque confortable, ils avancèrent dans la réparation de la clôture, remplaçant les planches pourries par de nouvelles et renforçant la structure qui maintenait le jardin en sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, René observait Claude de temps en temps, essayant de percer l'homme derrière la façade usée. Il y avait une habileté dans ses mains, une gentillesse dans ses gestes, qui contredisaient la première impression d'un vagabond sans but.
Tu sembles en savoir beaucoup sur les réparations, commenta-t-elle, dans un effort pour briser la glace et peut-être comprendre un peu plus sur son inattendu compagnon de travail. Claude la regarda, un léger sourire touchant ses lèvres avant de répondre. La vie enseigne beaucoup de choses quand on est prêt à apprendre, dit-il, un ton de mélancolie dans sa voix suggérant des expériences vécues loin de la simplicité de ce jardin. La conversation coulait avec hésitation, mais avec un sentiment croissant de camaraderie. Renée découvrit que, malgré ses réserves initiales, elle était reconnaissante non seulement pour l'aide physique, mais aussi pour la présence de Claude. Il était un mystère, oui, mais son aide inattendue et son habileté avec les outils transformaient une tâche solitaire et difficile en quelque chose de plus proche d'un partenariat inhabituel. À la fin de la matinée, la clôture était presque entièrement réparée, un témoin silencieux de la collaboration entre deux étrangers. Renée, regardant le travail accompli, ressentit une pointe de fierté et une gratitude surprenante envers Claude. « Merci, dit-elle sincèrement, tu as transformé un projet d'une journée en une tâche matinale. » Claude hocha simplement la tête, acceptant les remerciements avec une humilité qui intriguait Renée. Il y avait plus en cet homme que son apparence ne le laissait supposer, et elle se trouva curieuse, contre toute prudence, de découvrir ce que c'était. À ce moment-là, sans que ni l'un ni l'autre ne le sache, un partenariat inhabituel commençait à se former, basé sur des gestes simples d'aide et le partage de silences significatifs. Avec la clôture maintenant réparée, la présence de Claude dans la maison de campagne de Renée ne se limitait pas à cet unique acte d'assistance. Sa dextérité avec les outils et la réparation de la clôture avait éveillé chez Renée la curiosité et l'espoir que peut-être, avec l'aide de Claude, la maison et le jardin pourraient retrouver quelque chose de leur ancienne splendeur. C'était une décision silencieuse, presque intuitive, de permettre à cette collaboration inattendue de s'étendre au-delà de la réparation de la clôture. Dans les jours qui suivirent, Claude, avec la permission tacite de Renée, commença à se consacrer à d'autres projets de réparation autour de la propriété. Avec des compétences de menuisier qu'il sous-estimait modestement, il transforma des portails usés, stabilisa des marches vacillantes du balcon et se risqua même à réparer quelques tuiles desserrées du toit qui laissaient passer la pluie depuis longtemps. Renée, quant à elle, se trouva de plus en plus investie dans ce partenariat silencieux. Elle fournissait les matériaux, assistait quand elle le pouvait, et de temps en temps, ils partageaient des repas simples, des moments qui devenaient des opportunités pour des conversations hésitantes qui, peu à peu, tissaient des liens subtils entre eux. Les histoires étaient rares et concernaient généralement le travail du moment, mais chaque sourire partagé et chaque regard d'appréciation pour les progrès réalisés ajoutaient des couches à leur connexion naissante. Cet échange, initialement marqué par la nécessité et la commodité, commençait à se transformer en quelque chose de plus profond. Renée, qui s'était réfugiée dans la maison de campagne en quête d'isolement et de guérison, trouva en Claude un miroir de sa propre quête de rédemption et de renouveau. Claude, de son côté, semblait trouver dans la propriété et la compagnie de Renée un endroit pour apaiser ses propres tourments, un espace où peut-être, il pouvait commencer à imaginer un avenir différent pour lui-même. Il était remarquable de voir à quel point la propriété commençait à se transformer sous leurs soins conjoints. Ce qui avait commencé avec la clôture s'était étendu au jardin, où Claude avait construit des parterres de bois pour les plantes que Renée avait décidé de cultiver, et même une petite table de pique-nique, imaginant des repas en plein air les jours ensoleillés. Chaque projet accompli était un témoignage de ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble, et chaque jour qui passait, la maison de campagne semblait plus vivante, un reflet du rajeunissement qui s'opérait, lentement mais sûrement, en eux deux. À travers ces activités partagées, un respect mutuel et une admiration silencieuse se développèrent. Renée admirait l'habileté et le dévouement de Claude, sa capacité à voir la beauté et le potentiel là où tout ce qu'elle voyait était des défauts et de l'usure. Claude, de son côté, était attiré par la force et la résilience de Renée, sa détermination à affronter la douleur du passé et son espoir de construire quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais une connexion profondément enracinée dans l'expérience partagée de reconstruire quelque chose de brisé. À travers leurs gestes de soin pour la maison et l'un pour l'autre, Renée et Claude commencèrent à comprendre que peut-être, la rénovation de la propriété n'était qu'un prélude à la transformation personnelle qu'ils cherchaient tous les deux, chacun à leur manière. Et dans ce processus, les fondations pour quelque chose de plus profond étaient posées, un lien subtil mais indéniable qui les unissait de manière que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Au fil des jours et que la propriété reprenait lentement sa vieille gloire sous les soins conjoints de Renée et Claude, les barrières entre eux commencèrent à se dissoudre. Le travail partagé devint le terreau fertile pour des conversations plus profondes, des moments où les histoires et les secrets étaient échangés avec l'hésitation de ceux qui étaient habitués à garder leur douleur pour eux-mêmes. C'est lors d'une de ces après-midi,
alors que le soleil se couchait et projetait de longues ombres sur le jardin fraîchement revitalisé, que Claude s'ouvrit à René d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Ils avaient terminé leur journée de travail et étaient assis côte à côte sur la véranda, appréciant le silence confortable qui les entourait maintenant comme une vieille couverture. « René », commença Claude, sa voix chargée d'une gravité qui captura immédiatement son attention. « Il y a des choses à propos de moi que tu devrais savoir. Des choses qui pourraient changer la façon dont tu me vois. » L'hésitation dans sa voix était palpable, un prélude à la confession qu'il était sur le point de faire. René se tourna vers lui, remarquant la tension dans ses épaules, la lutte intérieure à laquelle il faisait face. « Tu peux me dire n'importe quoi, Claude. Je te fais confiance, dit-elle, posant une main sur la sienne dans un geste de soutien. C'est alors que Claude révéla sa véritable identité, racontant l'histoire de comment il était devenu un fugitif de la justice, un homme marqué par un passé qu'il luttait pour laisser derrière lui. Il parla des erreurs commises, des décisions précipitées dans des moments de désespoir, et comment sa fuite était une tentative de rechercher la rédemption par ses propres moyens. René écoutait en silence, absorbant chaque mot, chaque nuance de regret et d'espoir dans la voix de Claude. La révélation était choquante, sans aucun doute, mais étrangement, elle ne le vit pas sous un jour négatif. Au lieu de cela, elle voyait le courage qu'il avait eu de partager son histoire la plus sombre avec elle, la confiance qu'il plaçait en sa capacité à comprendre et peut-être à pardonner. Lorsque Claude eut fini de parler, le silence entre eux était lourd, chargé d'émotions et d'une nouvelle compréhension mutuelle. « Yeah. Je ne sais pas quoi dire, » admit René, son esprit traitant toujours l'énormité de ce qu'elle venait d'entendre. « Mais je sais que l'homme que tu as été ne définit pas qui tu es maintenant. Et je suis reconnaissante pour ta sincérité. » La décision de René de faire confiance à Claude, malgré les révélations, marqua un nouveau chapitre dans leur relation. C'était une acceptation non seulement des failles de Claude, mais aussi de son humanité, de sa quête de rédemption. Pour Claude, la confiance de René représentait un cadeau inattendu, la promesse d'un nouveau départ, d'une chance de reconstruire sa vie sur des fondations d'honnêteté et d'espoir. Ce moment de vulnérabilité partagée renforça le lien entre eux, transformant leur relation d'un simple partenariat en quelque chose de plus profond et significatif. Ils avaient désormais non seulement l'engagement de restaurer la propriété, mais aussi la compréhension tacite que, ensemble, ils pourraient peut-être trouver la rédemption et la paix qu'ils cherchaient tous les deux. Au milieu des ombres grandissantes de la nuit qui tombait, René et Claude trouvèrent un nouveau réconfort dans la présence l'un de l'autre, un sentiment d'appartenance qu'aucun des deux n'avait prévu de découvrir. Alors que la voiture de René disparaissait dans la rue, laissant derrière elle la maison de campagne désormais pleine de nouvelles possibilités, Claude sentait le poids de la responsabilité, en même temps, une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La confiance que René lui avait accordée, en le laissant seul avec la propriété qu'ils commençaient à revitaliser ensemble, était un cadeau inattendu et précieux. Claude savait que les jours à venir seraient cruciaux non seulement pour la transformation de la maison, mais aussi pour prouver à lui-même qu'il était capable d'être l'homme que René croyait qu'il pouvait être. Avec détermination et un sentiment renouvelé de dessein, Claude se plongea dans le travail. Le projet que René avait initié, cet acte de foi en la beauté et au potentiel de la propriété, devenait maintenant le sien également. Armé d'outils simples, de matériaux trouvés sur la propriété et de ceux que René lui avait fournis, il commença la transformation. Chaque jour se levait avec une liste de tâches que Claude planifiait méticuleusement, déterminé à faire le maximum de progrès possible avant le retour de René. L'intérieur de la maison, avec ses pièces qui portaient l'écho d'un passé plus heureux, fut le premier à recevoir de l'attention. Claude ponça et vernit les planchers de bois qui avaient été recouverts par des années de négligence, révélant l'éclat chaleureux qui était caché. Les murs, autrefois marqués par le temps et l'humidité, furent soigneusement réparés et peints avec des couleurs que René avait choisies, des couleurs qui apportaient de la vie et de la lumière à chaque espace. Dans la cuisine, le cœur de la maison, Claude installa de nouveaux placards et plans de travail, utilisant ses compétences en menuiserie pour transformer le bois brut en pièces fonctionnelles et esthétiquement agréables. Il imaginait René là, cuisinant et souriant, la cuisine retrouvant sa chaleur et les rires partagés. À l'extérieur, le jardin, qu'ils avaient commencé à nettoyer et à organiser ensemble, fleurissait maintenant sous les soins constants de Claude. Il a construit des plates-bandes surélevées pour les légumes et les fleurs que René voulait planter, et a réparé le petit poulailler au fond du jardin, anticipant le jour où ils pourraient avoir leur propre poule. Peut-être le plus remarquable de tous ces projets a été la restauration de la véranda avant. Ce qui était autrefois une structure instable et peu sûre est maintenant devenu une invitation chaleureuse à la maison, avec des balançoires en bois où il imaginait qu'ils pourraient s'asseoir ensemble, profitant du coucher de soleil. À chaque jour qui passait,
Claude travaillait jusqu'au crépuscule, guidé par une vision partagée de ce que la maison de campagne pourrait devenir. Il se déplaçait avec un sens d'urgence, mais aussi avec une attention méticuleuse aux détails, conscient que chaque coup de pinceau et chaque clou faisait partie d'un tout plus grand, un foyer rénové construit sur l'espoir et la promesse de nouveaux départs. Lorsque Renée est finalement revenue, elle ne reconnaissait presque pas l'endroit. La transformation était visible non seulement dans la structure physique de la maison et du jardin, mais aussi dans l'atmosphère même du lieu, désormais imprégnée des efforts et des soins de Claude. C'était une démonstration palpable de son dévouement, non seulement à la maison, mais aussi aux liens croissants entre eux. Ce qui avait commencé comme un partenariat inhabituel avait fleuri en une connexion profonde, ancrée dans la transformation conjointe d'un espace qui reflétait maintenant leurs espoirs partagés et leurs rêves renouvelés. Renée sentit son cœur battre plus vite à mesure qu'elle approchait de la maison de campagne, l'endroit qui était devenu un symbole si puissant de renouveau et d'espoir dans sa vie. La route familière semblait la même, mais elle savait que ce qui l'attendait à la fin de ce voyage avait été transformé par les mains dévouées de Claude. Rien, cependant, ne aurait pu la préparer à la réalité qu'elle trouva à son arrivée. La maison, autrefois un portrait de négligence et de décadence, se dressait maintenant fièrement et renouvelée sous le soleil de l'après-midi. Les couleurs des murs, choisies par Renée mais rendues vivantes par Claude, brillaient vibrantes contre le vert luxuriant du jardin bien entretenu qui entourait désormais la propriété. La véranda, avec ses nouveaux balançoires, invitait à des moments de tranquillité et de contemplation, un témoignage silencieux du dur labeur et de l'affection qui avait été investi dans la rénovation. Etagnant la buitura, Renée resta un moment en silenci, absorbant la magnitude de la transformation. Chaque détail, de la clôture réparée aux plates-bandes nouvellement plantées, parlait d'un engagement et d'une attention qui allaient au-delà du simple travail physique, c'étaient des expressions de soin, de respect pour le passé et d'espoir pour l'avenir. En marchant dans la propriété, Renée ne put contenir l'émotion qui débordait dans sa poitrine. Claude, en la voyant, s'approcha avec un mélange de fierté et d'hésitation, comme s'il craignait que ses actions ne soient à la hauteur des attentes. Mais en regardant dans ses yeux, il ne vit que de l'admiration et une gratitude profonde que les mots peineraient à exprimer. « Tu as transformé cet endroit, dit Renée, sa voix émue par l'émotion. Tu en as fait à nouveau une maison, Claude. » Lui, habituellement réservé et mesuré dans ses paroles, ressentit une vague de soulagement et de bonheur en entendant ces mots. « Je n'ai fait que ce que je pensais devoir être fait, répondit-il, son regard déviant modestement. L'endroit avait déjà toute la beauté et le potentiel. J'ai juste aidé à le faire ressortir. » En marchant ensemble à travers la propriété, Renée partageant ses impressions et Claude expliquant les détails de chaque projet, une compréhension mutuelle et un respect encore plus grand ont fleuri entre eux. L'admiration que Renée ressentait pour Claude, initialement basée sur sa gratitude pour le travail accompli, commençait à se transformer en quelque chose de plus profond, une connexion qui transcende le simple partenariat dans la rénovation de la maison. La révélation de Claude, le dur labeur et le dévouement qu'il a démontré, non seulement dans la restauration de la maison mais aussi dans la manière dont il s'est ouvert à elle, ont dissipé les dernières réserves que Renée aurait pu avoir. Ce qui a commencé comme une aide inattendue est devenu un voyage partagé de découverte et de guérison, révélant non seulement la beauté de la propriété restaurée, mais aussi la profondeur et la force du lien qui a grandi entre eux. Dans ce retour, et dans les révélations qui ont suivi, Renée n'a pas seulement trouvé la maison de campagne transformée, mais aussi son propre cœur. La gratitude qu'elle ressentait pour Claude était maintenant entrelacée d'une affection plus profonde, une reconnaissance de sa bonté, de sa force et de sa vulnérabilité. Ensemble, ils avaient reconstruit quelque chose de beau à partir de ruines, une métaphore puissante pour ce qu'ils espéraient être le début de quelque chose de nouveau, non seulement pour la maison, mais pour eux-mêmes. Dans les jours qui ont suivi le retour de Renée, la maison de campagne semblait vibrer d'une nouvelle vie, chaque coin étant témoin du travail partagé et du lien croissant entre elle et Claude. Ensemble, ils trouvaient de la joie dans les tâches quotidiennes, dans les repas partagés au crépuscule, et dans les longues promenades à travers les champs entourant la propriété. C'était un bonheur simple, mais profondément ressenti, comme s'ils avaient enfin trouvé un havre de paix après des années de tempête. Cependant, la sérénité qu'ils avaient construite ensemble était sur le point d'être mise à l'épreuve. Un voisin, motivé par l'envie et la méfiance, ne voyait pas d'un bon œil la présence de Claude dans la maison de campagne. Ignorant la transformation positive que Claude avait apportée à la propriété et à la vie de Renée, ce voisin ne voyait qu'un étranger, un homme dont le passé inconnu alimentait les suspicions et les ressentiments. Un matin, alors que Claude et Renée travaillaient dans le jardin, le calme fut brusquement interrompu par le bruit de voitures approchant rapidement. Avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait, la propriété fut encerclée par la police.
Claude, comprenant immédiatement la signification de cette arrivée, ressentit un poids sur la poitrine, le passé qu'il avait tant désiré laisser derrière lui le rattrapant enfin. Renée, surprise et confuse, regarda impuissante alors que Claude était arrêté. Il essaya de garder son calme, offrant un regard rassurant à Renée, même alors qu'il était menotté et emmené. « Je reviendrai » murmura-t-il, une promesse chargée d'espoir et de douleur d'un adieu forcé. La dénonciation, comme Renée le découvrirait plus tard, était venue d'un voisin qui ne s'était jamais soucié de connaître la vérité sur l'homme qui avait transformé la maison de campagne et touché le cœur de Renée. Animé par des préjugés et une vision étroite de la justice, ce voisin avait scellé le destin de Claude, déclenchant une série d'événements qui menaçaient de détruire le bonheur qu'ils avaient trouvé ensemble. Nos jours qui ont suivi, la maison de campagne, autrefois un endroit de rire et de chaleur, semblait résonner d'un silence assourdissant. Renée, désespérée par l'absence de Claude, se sentait perdue, l'injustice de la situation pesant sur elle comme un nuage sombre. Le bonheur qu'ils avaient partagé semblait maintenant un souvenir lointain, une flamme d'espoir éteinte par la dure réalité du monde extérieur. Renée luttait pour comprendre comment un sentiment si pur et une connexion si vraie pouvaient être si facilement menacés par l'incompréhension et le jugement des autres. La séparation forcée de Claude laissait un vide dans sa vie, un rappel douloureux que, quoi que nous fassions pour construire un refuge contre les tempêtes du monde, nous sommes toujours à la merci des actions des autres. Dans ce moment de douleur et d'incertitude, Renée se retrouva face à un choix difficile, se laisser submerger par la désolation ou trouver la force de lutter pour l'amour et la justice que Claude méritait. Le bonheur qu'ils avaient trouvé ensemble était menacé, mais pas éteint, et c'était cette flamme d'espoir que Renée savait qu'elle devait nourrir, peu importe les adversités auxquelles ils devraient faire face. Dans les mois qui ont suivi l'arrestation de Claude, Renée se retrouva vivant dans un état de suspension, chaque jour teinté par son absence. La maison de campagne, bien que belle et restaurée, semblait vide, un rappel constant de ce qu'ils avaient partagé et de ce qui leur avait été brusquement enlevé. À la recherche d'un certain réconfort, et dans l'espoir d'offrir la même chose à Claude, Renée se tourna vers l'écriture, lui envoyant des lettres qui étaient à la fois un pont vers l'amour qu'il nourrissait encore et un baume pour les blessures ouvertes par la séparation. Les lettres de Renée étaient remplies de détails sur la vie à la campagne, sur les changements de saison et sur la croissance des plantes qu'ils avaient plantées ensemble. Elle écrivait sur les petits projets qu'elle continuait à réaliser, inspirée par le travail qu'ils avaient commencé ensemble, et sur la façon dont chaque tâche la rapprochait de lui, malgré la distance qui les séparait. À chaque mot, Renée tentait de tisser un cordon d'espoir et de réconfort, promettant à Claude qu'elle l'attendrait, que le futur qu'ils avaient rêvé ensemble était toujours à portée de main, même s'il semblait maintenant lointain. Claude, de son côté, trouvait dans chaque lettre de Renée un phare d'espoir au milieu de l'obscurité de sa situation. Ces mots, remplis d'amour et de promesses de retour, étaient ce qui le maintenait debout, le rappel qu'il y avait quelque chose de beau qui l'attendait au-delà des murs de la prison. Il répondait quand il le pouvait, ses propres lettres témoignant de l'amour qui continuait à grandir, malgré les circonstances, et de la gratitude qu'il ressentait pour Renée de ne pas l'avoir abandonné. Cependant, au fur et à mesure que les mois passaient et que la date de sa libération approchait, un changement inexplicable s'est produit. Les lettres de Renée, qui arrivaient régulièrement et étaient la source de force de Claude, ont cessé mystérieusement. Initialement, il a essayé de se convaincre qu'il pourrait y avoir une raison simple pour ce silence, peut-être des problèmes avec le courrier ou un voyage imprévu. Mais alors que les semaines se transformaient en mois sans aucun mot, l'inquiétude et l'incertitude ont commencé à s'installer. Claude faisait maintenant face non seulement aux difficultés de sa situation actuelle, mais aussi au tourment de l'incertitude quant à la raison du silence de Renée. Que s'était-il passé ? Pourquoi avait-elle arrêté d'écrire ? Les questions tournoyaient dans son esprit, alimentant une inquiétude qu'il ne parvenait pas à apaiser. L'espoir que les lettres de Renée avaient apporté commençait à se mêler à la douleur du doute, chaque jour sans nouvelles d'elle devenant de plus en plus difficile à supporter. Renée, pour des raisons que Claude ne pouvait comprendre, était devenue une absence silencieuse dans sa vie, le laissant à la dérive dans l'incertitude tandis qu'il comptait les jours jusqu'à sa libération. La promesse d'attendre l'un l'autre, tissée à travers leurs mots partagés, semblait désormais fragile, menacée non par des forces extérieures, mais par l'énigme douloureuse d'un silence inexplicable. Le jour de la libération de Claude se leva sous un ciel gris, un présage mélancolique pour ce moment censé marquer le début d'une nouvelle phase de sa vie. Avec sa liberté fraîchement acquise, son premier et plus urgent désir était de retrouver Renée, de chercher des réponses au silence qui l'avait tourmenté au cours des derniers mois de sa détention. Armé d'un mélange d'anxiété et d'espoir, il reprit le chemin de la ville, chaque pas chargé du poids de l'incertitude.
L'appartement de René, situé dans un quartier tranquille, était la destination que Claude avait fixée dans son esprit comme le point de départ pour reconstruire la vie qu'ils avaient planifiée ensemble. Cependant, à son arrivée, il ne fut pas accueilli par le visage familier de René, mais par une étrangère qui l'observait avec surprise et prudence. « Je cherche René », expliqua Claude, sa voix tremblante de tension et d'attente. La femme, après un bref moment d'hésitation, soupira profondément avant de l'inviter à entrer. « Vous devez être Claude, dit-elle, avec une voix empreinte d'une tristesse reconnaissable. Je suis la nouvelle propriétaire de cet appartement. René. René est décédé il y a quelques mois. » Les mots frappèrent Claude comme un coup physique, chaque syllabe étant un écho de sa pire crainte devenant réalité. Le silence de René, cette énigme douloureuse qui l'avait tourmenté, révélait maintenant sa cause la plus cruelle. La femme observait Claude avec empathie, percevant la magnitude du choc et de la douleur que ses paroles avaient causé. Elle s'éloigna un instant, revenant avec une enveloppe épaisse entre les mains. « René a laissé ceci pour vous, » dit-elle, lui remettant ce qui semblait être un testament. Elle est venue ici quelques mois avant sa mort, pour organiser ses affaires. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Claude, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe, y trouvant le testament de René, accompagné d'une lettre écrite à la main. Dans les mots de René, il trouva la même force et la même tendresse qui avaient défini leur relation, un dernier message d'amour et d'espoir. Dans le testament, René avait légué à Claude la maison de campagne, le lieu de leurs rêves partagés et des promesses d'un avenir ensemble. Les larmes coulaient librement sur le visage de Claude tandis qu'il lisait la lettre, chaque mot étant un rappel de l'amour qu'ils avaient partagé et du futur qui ne serait désormais jamais. La révélation que René avait pensé à lui, même dans ses derniers jours, et avait fait des plans pour s'assurer qu'il aurait un foyer au revenir, était un réconfort petit, mais significatif, au milieu de la douleur écrasante de sa perte. La femme, comprenant l'intensité du moment, lui offrit de l'espace et du temps pour assimiler la nouvelle en privé. Claude, désormais le seul héritier de la maison de campagne, se retrouvait face à un avenir solitaire, une liberté teintée par la perte de la femme qui avait donné un nouveau sens à son existence. Le retour solitaire de Claude n'était pas seulement la fin de sa détention, mais aussi le début d'un nouveau chapitre marqué par l'absence de René. Le chemin à parcourir était incertain, chaque pas en avant un effort pour se réconcilier avec la réalité de leurs rêves brisés et la tâche d'honorer la mémoire de René, en vivant la vie qu'elle avait souhaitée pour eux, même en son absence. Dans le silence paisible de la maison de campagne, où chaque coin résonnait des souvenirs d'un temps partagé, Claude se retrouvait à nouveau, mais maintenant comme le seul gardien de cette terre et de l'histoire qui avait commencé là avec René. Le poids de sa perte était palpable, une ombre qui accompagnait chacun de ses pas alors qu'ils parcouraient les jardins qu'ils avaient cultivés ensemble, les pièces où ils avaient ri et rêvé, et la véranda où, pour un bref instant, l'avenir semblait prometteur et plein de possibilités. La révélation du testament de René, le nommant comme héritier de la maison de campagne, avait été un choc, mêlant une profonde gratitude et une douleur aiguë pour son absence. C'était une responsabilité à laquelle il ne s'attendait pas, mais qu'il acceptait avec un sentiment de dessein renouvelé. René avait vu quelque chose en lui, une promesse de rédemption et de renouveau, qu'il se sentait maintenant obligé de réaliser, non seulement pour elle, mais comme un hommage à l'espoir et à l'amour qu'elle avait nourri dans son cœur. Vivre dans la maison de campagne sans René était un défi quotidien. Chaque tâche, chaque projet qu'il entreprenait, était à la fois une célébration de ce qu'ils avaient commencé ensemble et un rappel de son absence. Cependant, Claude comprenait qu'honorer la mémoire de René signifiait plus que simplement prendre soin de l'espace physique qu'elle avait aimé, cela signifiait aussi faire progresser les valeurs et les rêves qu'ils partageaient. Avec détermination, il se consacra à transformer la propriété en un lieu de beauté et de refuge, non seulement pour lui, mais comme un endroit accueillant pour ceux qui, comme lui, cherchaient un nouveau départ. Il planta plus d'arbres, étendit le jardin et rénova la structure de la maison, veillant à ce que chaque pierre et chaque plante reflètent l'héritage de René d'amour, de soins et de renouveau. Claude reprit également ses propres rêves, ceux qu'il avait laissés derrière lui dans un passé lointain, avant que sa vie ne soit détournée par de mauvais choix. Inspiré par le souvenir de René, il commença à utiliser l'atelier qu'ils avaient installé ensemble pour créer, non seulement comme moyen de subsistance, mais aussi comme expression de son parcours de guérison et de redécouverte. Avec le temps, la maison de campagne devint célèbre dans la région non seulement pour sa beauté, mais aussi comme un lieu où la compassion et la transformation étaient possibles. Claude, autrefois un homme perdu, était maintenant vu comme quelqu'un qui avait surmonté les ombres du passé pour construire quelque chose de significatif, perpétuant l'esprit de René à travers ses actions et la maison qui continuait à évoluer.
En réfléchissant à son parcours, Claude réalisa que, bien qu'il ne puisse jamais oublier René ou l'amour qu'ils avaient partagé, il avait trouvé une forme de paix et de dessein qu'il n'avait jamais cru possible. La maison de campagne, avec ses murs remplis de souvenirs et ses jardins pleins de vie, était désormais un témoignage du pouvoir du renouveau et de l'espoir, un lieu où l'héritage d'amour et de transformation de René continuerait à inspirer et à guérir, non seulement lui, mais tous ceux qui trouveraient refuge sous son toit.